Bonsoir tout le monde, ravi de vous accueillir pour cette table ronde et ce débat qui va nous amener à aborder pendant les 50 minutes qui viennent cette question de l'advisory board et en quoi l'advisory board est une clé du succès pour une start-up deep tech. Et évidemment, nous allons faire cet exercice au travers de témoignages, de retours d'expérience, puisque c'est ça qui nous importe ici à Big, sur deux entreprises que nous recevons. Je vais dans un instant présenter les invités qui vont avoir le plaisir de partager cette vision avec vous. Au préalable, me présenter, je suis Karine Tonien-Sauze, je dirige un institut, l'IFA, l'Institut français des administrateurs. Je suis moi-même impliquée en tant qu'advisor dans des advisory boards et dans plusieurs conseils. L'IFA traite de gouvernance. C'est un réseau de 3500 personnes qui rassemble des administratrices et administrateurs avec cette conviction que la gouvernance est un actif pour l'entreprise, quelle qu'elle soit. Vous avez des gouvernances d'hypercroissance, mais vous avez aussi des gouvernances de crise, des gouvernances de transmission, tout cas qui vous amène à réfléchir à la façon dont ce centre finalement stratégique peut permettre d'accompagner l'entreprise sur la durée. Nous sommes également un think tank, nous produisons des études et puis nous formons les administratrices et les administrateurs aux bonnes pratiques. Donc je suis ravie d'animer cette table ronde et je remercie la BPI puisque nous partageons ce même combat sur la gouvernance, un thème qui n'est pas facile à aborder quand on est une entreprise naissante et en hyper-croissance, puisqu'on est soumis à beaucoup de défis et c'est effectivement ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors, j'accueille pour ce débat tout d'abord Sandrine. Merci d'être là, Sandrine. Alors, Sandrine, vous avez créé il y a déjà quelques années Reverse. Vous allez nous en parler. Donc, Reverse, c'est une société qui propose un système de management de matériaux et qui finalement est une solution pour une économie circulaire dans le domaine de l'industrie. Vous nous en parlerez dans quelques instants. Le plaisir aussi d'accueillir Alexandre Bocage. Alors vous, un domaine complètement différent, puisque vous êtes sur les biosubstances, biostimulants issus des vers de terre. Mais alors, en quoi c'est deep tech ? Micro, oui. Bonjour à tous, bonne question. Donc, on travaille avec des vers de terre. Les vers de terre sont dans notre terre depuis 350 millions d'années, donc il n'y a pas vraiment d'innovation à les voir ou à aller travailler avec eux. Néanmoins, comme il n'y en a plus beaucoup dans les champs, on a été chercher ce qu'ils fabriquent lors de leur digestion. Et on l'a concentré, voire optimisé, pour repulvériser ça sur les champs à grande échelle avec les pulvérisateurs. Donc peut-être qu'un jour, quand vous verrez un pulvérisateur, vous ne serez plus obligé de fermer votre fenêtre et de couper votre respiration, puisqu'on va essayer de mettre des choses bien plus bio, ou du moins biosourcées, végétales, pour optimiser l'agriculture. Donc c'est ça qui est deep tech, c'est d'aller chercher la substance, le principe actif, et de le concentrer pour le rendre plus facilement utilisable à l'agriculteur. Merci pour cette précision. Alors, Laurent, vous êtes de l'autre côté. Alors déjà, vous êtes un passionné d'innovation, de rupture, de digitalisation. Vous avez surtout une carrière dans des grands groupes et puis vous êtes passé également dans des entreprises en hypercroissance. Vous êtes tourné vers l'investissement et l'accompagnement d'entrepreneurs. Et vous êtes aussi membre de conseil d'administration. Alors, ce qui nous rejoint aujourd'hui, c'est que vous êtes à l'advisory board de Reverse et puis également de Veragro. Merci de votre présence. Et puis vous, Julien, vous êtes fondateur de Nantismart. Vous avez plus de 25 ans d'expérience dans le développement et le financement avec un parti pris fort, le financement durable et l'innovation durable. Vous avez cédé en 2012 votre société également de semi-conducteurs à un acteur japonais, ce qui vous a amené à être un acteur de l'investissement avec cette conviction que vous défendez. Et puis vous dirigez aujourd'hui Beyond Builders, n'est-ce pas ? Et vous êtes également impliqué dans notre débat puisque vous êtes membre de l'advisory board de Veragro. Alors merci à chacun. Alors pour commencer, un graphe que je voulais partager avec vous, mais qui n'apparaît pas, qui est issu d'une étude que nous avons faite à l'IFA sur la gouvernance des startups scale-up et qui nous montre comment les entreprises du FT 120 organisent leur gouvernance. Et au travers de ce baromètre que nous avions édité il y a un peu plus d'un an, 75% d'entre elles avaient un conseil d'administration, 8% un advisory board,
22% un comité stratégique et 6% un conseil de surveillance. Alors déjà, quelle est la différence entre chaque structure? On va le voir ensemble. On va essayer de le définir ensemble. L'advisory board n'est pas du mentoring. Ce qui différencie déjà les deux éléments, les deux dimensions, c'est que l'advisory board embarque un collectif avec un engagement à l'égard de la structure qui est un peu différent. En général, l'advisory board se compose avec une complémentarité à l'égard des fonctions du dirigeant et du fondateur. Et puis, il y a cette organisation, on va dire temporelle, des réunions qui doivent s'envisager et puis se piloter. L'advisory board n'est pas non plus un conseil d'administration parce qu'il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas la même nature de l'engagement et il n'y a pas la même responsabilité entre les deux. Néanmoins, on peut avoir un advisory board et un conseil d'administration. Tout ça paraît assez compliqué, en tout cas ça l'est pour les startups scale-up qui ont affaire à des réalités en fait, d'hypercroissance, donc de talent, de go-to-market, des questions qui sont compliquées et qui ne peuvent pas finalement le faire seuls et qui bien souvent sont scrutées pour leur taux de croissance ou leur levée de fonds, mais pas forcément sur la façon dont elles organisent la gouvernance. Donc c'est ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui. Et je vais tout de suite me tourner vers vous. Sandrine, Rivers, vous avez dès l'origine imaginé comment vous alliez mettre en place votre advisory board. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous en attendiez? Qu'est-ce qui vous a amené à cette réflexion-là? Oui, alors bonjour à tous. En fait, donc moi, je vais vous raconter mon histoire d'entrepreneur. En fait, effectivement, Rivers a été créé en mars 2021, ça fait 2 ans et demi. Et pendant la période est même émergé en 2020. Et donc, j'avais effectivement un premier comité stratégique avec mon réseau pendant 2 ans. Donc, moi, j'étais déjà convaincue que effectivement, il faut bien s'entourer et monter un comité stratégique. Et effectivement, on allait passer des étapes clés dans notre développement. On allait aller accélérer. Et donc, effectivement, je savais ce que je cherchais. Et donc, je ne savais pas, par contre, ce qu'était un advisory board. Donc, j'ai découvert ce terme-là avec la Technopole de Nantes qui nous accompagne. Et donc, voilà, on a monté cet advisory board dont Laurent fait partie. Alors vous étiez combien à l'origine? Oui. 1, 2. 1, 2. Ah, c'est revenu. Merci, Laurent. À l'origine, en fait, je venais juste, quand j'ai décidé de partir en chasse, finalement, parce que c'est ça au départ, de partir en chasse, je venais juste de m'associer avec Jérémy Rainer-Alexander, qui est directeur des opérations chez nous. Et on était 3 dans la structure. On venait d'emborder 2 ingénieurs, donc on était 5. Un sur les matériaux et un sur la supply chain. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est 12. Donc effectivement, depuis 18 mois, on a onboardé quand même 6 personnes. Et donc effectivement, on a passé plus d'une année entière là, avec le board et qui était très structurante. Et effectivement, quand on a la vision, la plupart, enfin, on sait où on veut aller et on sait qu'on a des marches à franchir. Et donc, c'est aussi ça pourquoi monter un advisory board, c'est pour monter, nous aider à réfléchir. Donc, il y a 2 raisons. C'est d'abord, je cherchais un effet miroir sur toutes ces réflexions stratégiques et opérationnelles. Et effectivement aussi, le fait de ne pas rester seul en tant que dirigeant, parce que je sais ô combien c'est important en fait, nous, quand on porte les sujets, on les a là et forcément on les porte. Et en fait, ce qui est important, c'est de les mettre devant soi. Et quand on a les sujets devant soi, parce qu'on les pose, on les formule, ou en tout cas, on nous pose les questions, et quand on a les choses devant soi, on voit les choses très différemment. Alors, pourquoi avoir choisi Laurent ? Alors, en fait, on a, nous, découvert Advisory Board, j'anticipe peut-être une question, mais avec BPI France, notamment le service Tango. Il y a 3 membres aujourd'hui et 2 membres ont été recrutés grâce à BPI et grâce à Tango.
Et en fait, je cherchais un board très complémentaire. Je savais exactement ce que je cherchais. Je voulais effectivement un profil dédié au business scaling et au product market fit, un profil plutôt finance et un profil plutôt entrepreneur qui comprenne les étapes par lesquelles on allait passer. Qu'on a d'ailleurs à l'époque, on n'a pas toujours la vision, et loin de là, puisqu'on ne les a pas forcément vécues. Donc passer les étapes de développement d'une entreprise deep tech, ça répond quand même à un processus. Voilà. Donc effectivement, pourquoi Laurent ? Tout simplement parce que Laurent porte toute cette expertise, cette expérience, je dirais, très forte sur l'entrepreneuriat et les investissements. Donc, et Laurent a cette capacité à être dans la verticale, c'est-à-dire à la fois poser des questions très opérationnelles, vraiment, qui font partie de notre quotidien pour avancer, et en même temps, des questions stratégiques, vraiment prendre de la hauteur, et ça, c'est important, nous accompagner dans cette verticalité à prendre l'ascenseur. Alors vous, Alexandre, création en 2019, je crois. À quel moment avez-vous songé à vous entourer, à composer un advisory board, et comment avez-vous procédé ? À quoi ressemble votre advisory board aujourd'hui ? Oui, c'est ça, création fin 2019, donc on vient d'avoir 4 ans. Et en fait, nous, on a fonctionné beaucoup avec des incubateurs et des accélérateurs dans un premier temps. Et c'était un petit peu notre advisory finalement au quotidien. Donc on a pu avancer comme ça en se structurant avec du conseil. Et quand on est sorti de ces incubateurs ou de ces accélérateurs, même si on est alumni ou on rentre dans d'autres programmes, mais en tout cas plus au quotidien, on s'est aperçu qu'on était un petit peu toujours dans le dur, la tête dans le guidon. Et c'est là que la BPI, sans faire la promo, parce que je crois qu'ils ont leur nom partout, nous a proposé l'outil Tango, qui a du coup pu mettre lors d'une soirée 150 à 200 volontaires devant notre entreprise, avec finalement l'intérêt direct de ces personnes pour notre projet, pour nos valeurs et pour les compétences qui nous manquaient. Et en quelques heures, puis après quelques rendez-vous, on a pu identifier les bonnes personnes pour prendre de la hauteur, prendre des compétences, parce que du coup, nous, on a eu l'idée à 25 ans, on a créé à 26 ans avec mes 2 collaborateurs, et comme je disais tout à l'heure pour rigoler, on est 3 ingénieurs, donc on sait comment faire un produit, on ne sait pas comment, à qui on va le vendre, comment, pourquoi faire, avec quel mot. Donc on avait besoin d'expérience, de compétences et de sympathie. Et donc à travers toi, Julien, on a trouvé ça, mais aussi à travers Laurent, et on a sélectionné sur ces 3 bases ces acteurs-là. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet finalement de poser des problématiques sur la table, de prendre leur avis, leur prendre leurs conseils et d'avancer. Alors on se structure tout juste, hein. On a monté ce board depuis début d'été, donc il y a eu l'été déjà entre tout ça, donc on est vraiment à la création, et d'ailleurs l'un des premiers questions qu'on a dû poser, c'est cet advisory, aidez-nous à construire l'advisory pour nous aider à prendre vos conseils, pour vraiment partir de quelque chose qu'on a besoin mais qu'on ne sait pas encore trop structuré. Alors vous, Laurent, vous êtes advisor. Comment est-ce que vous voyez votre rôle, et quelle relation vous avez avec les fondateurs, avec l'équipe dirigeante ? Celui-là fonctionne. Donc, bonjour à tous. Je vais commencer par par comment se passe la relation. Au départ, c'est exactement... comment on sélectionne, c'est en fait un entrepreneur se dit s'il est honnête avec lui-même, quels sont mes problèmes que je dois affronter, où est-ce que je pense que je suis bon, où est-ce que je pense que je suis un peu limité. À partir de là, il imagine des profils qu'il a envie d'avoir autour de lui. Donc une fois qu'il sélectionne, pareil pour les 2 sociétés, une fois qu'il sélectionne les profils, les gens apprennent à se connaître, mais au départ, c'est une sorte de respect sur les compétences, sur l'expérience, c'est les premières choses, tu sais faire quoi, tu as fait quoi, etc. Puis une fois qu'on pratique un peu les gens, c'est comme des amis, on dit tiens, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs ? Les valeurs, souvent ça se raconte, mais surtout ça se vit.
Et donc, il y a un petit peu de temps qui se fait. Et au fil de l'eau, il y a quelque chose qui est beaucoup plus difficile chez l'humain, ça s'appelle la confiance. Ça ne se donne pas le premier jour, ça se bâtit. La confiance, il y a la transparence qui va avec. Et donc, en fait, plus on se pratique, plus finalement on vérifie que tout ça c'est vrai, que ça fonctionne. Et puis on se rend compte qu'avec la durée, on dirait que c'est une équipe qui se fabrique. Et puis ensuite, c'est le même sujet, c'est comment on fait pour animer une équipe. Donc je pense qu'un advisory board, c'est une équipe. Autant elle s'anime, et inversement, l'advisory board doit aussi animer. Et donc c'est un donnant-donnant. Donc ça, c'est au niveau du rôle qui se développe avec le temps et qui se développe surtout dans la durée. Il n'y a rien de plus mauvais qu'un advisory board qui ne va pas durer, ou éventuellement un advisor qui va vous quitter au bout de 4 mois, 5 mois. C'est comme le turnover dans les sociétés, ça fait mal. Donc essayons toujours de construire quelque chose à la durée, parce que plus ça avance, et si c'est bien fait, et si ça fonctionne bien, si la mayonnaise prend, plus ça prend de valeur. Donc ça, c'est pour le rôle. La première question, c'était, j'ai oublié. La relation au fondateur. Comment est-ce que vous l'envisagez ? Donc oui, pour moi il y a 2 types de sujets. Il y a le premier sujet, c'est il y a un business à gérer, et donc on parle du business. Globalement, on parle toujours de la même chose. Un peu de finance, un peu de vente, un peu de marketing, un peu de produit, un peu de tout ça. Sauf qu'effectivement, il y a des fois où on a des focus particuliers, mais on parle business. Et on parle business, et on parle des priorités, et ils ont 1 milliard de trucs à faire avec peu de ressources et peu de temps. C'est ça la plus grande difficulté. Et donc sans arrêt, ils arbitrent les priorités, et sans arrêt, ils arbitrent aussi des risques à prendre. Et parfois, c'est des fusils à un coup. On ne peut pas se permettre de... Si on se rate, ça peut faire mal. Et après se développe, mais ça va comme avec la confiance et la transparence, avec des questions qui sont beaucoup plus des questions personnelles. Donc on appellerait ça du coaching. Et donc moi, dans des sociétés dans lesquelles j'ai été 3 à 4 ans, j'ai une relation très personnelle avec les fondateurs. Et parfois, ils partagent avec moi des sujets très personnels aussi de management de leurs équipes, management des cofondateurs, de management des actionnaires, et puis même parfois l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, parce que c'est pas simple. Un entrepreneur, c'est vraiment pas simple, il doit tout gérer. Et à un moment, on se retrouve une sorte de confident humain, en plus de geste d'être un businessman qui conseille sur le business. Voilà, c'est juste pour montrer l'évolution. C'est pas obligatoire, mais ça peut se développer comme ça. Sandrine, Alexandre, comment vous réagissez aux propos de Laurent ? Est-ce que vous vivez cette relation de la même manière ? Est-ce que vous partagez les attentes, ou en tout cas la vision qu'il vient de nous donner ? Tout à fait. Au départ, c'est une relation de travail, j'ai envie de dire, parce qu'on recrute sur des compétences et on s'est choisi mutuellement. Effectivement, nous, on a eu 18 sollicitations à l'issue de Tango, donc il fallait vraiment faire un choix. Et la relation aujourd'hui avec Laurence, et parmi les 3 profils, alors l'un d'entre eux, je le connaissais déjà, et Laurent, je savais que ça allait pas être le plus facile. Ça, je le savais. Je l'avais dit à mon associé. Je te l'ai jamais dit, ça, Laurent. Je me suis dit, Laurent, mais par contre, moi, une chose est sûre, ce que je voulais, je savais ce que je voulais. En tout cas, ce que je voulais pas, c'est du consensuel. Et si on fait ce choix, effectivement, de monter un advisory board, de s'entourer, c'est pour challenger ses activités, pour challenger ses actions, et donc aller chercher, vraiment qu'on aille chercher, quoi. Voilà. Donc la relation avec Laurent s'est construite, et je suis d'accord, la confiance, ça se bâtit dans le temps. Laurent ? Laurent est là, c'est Alexandre. Du coup, pour agir, nous, on a donc des investisseurs à la société depuis 6 mois, entre 6 et 9 mois. Et on voulait vraiment construire aussi, à côté de ces investisseurs et du comité stratégique, une relation plus personnelle avec un advisory. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Et par exemple, la première fois, donc une fois qu'on a sélectionné avec Tango les profils qui nous plaisaient, on a fait un truc très agricole qui nous correspond bien avec mes amis fondateurs. On a fait un barbecue à l'usine quand il faisait beau en Normandie. Donc on a attendu un petit peu. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on crée quelque chose. Et en effet, on a envie d'avoir, nous, cette relation où on peut prendre le téléphone, le texto ou l'appel très vite sur une problématique très précise, sans prendre de pincettes, sans préparer de beaux PowerPoint, sans se dire voilà, faut que je l'amène bien, sinon ça va être compris comme ci, et sinon ça va être compris comme ça. Et donc c'est aussi ça qu'on a voulu,
et on l'a identifié donc avec Julien, on l'a identifié avec Yann-Éric qui est dans la salle aussi là-bas, avec Laurent. Et du coup, on est encore une fois nous au début, donc c'est un retour d'expérience assez jeune, mais en tout cas on est en train de le créer. Et on a envie de créer cette relation de conseil où on se connaît et où on n'a pas besoin de prendre des pincettes encore une fois pour avancer, pour construire quelque chose, pour co-construire quelque chose. Alors, si j'entends bien, ça passe par, à un moment donné, quand même la construction d'une forme d'intimité. Julien, qu'est-ce que, selon vous, les dirigeants doivent attendre de leur advisory board et de leur advisor? Parce qu'on a à la fois la dimension collective et j'entends individuelle. Oui, et le mot intimité, j'aime bien ce mot-là. Enfin, tu as parlé de confiance, Laurent, enfin, vous avez tous prononcé ce mot-là. L'intimité, c'est effectivement important parce que quand on est dirigeant d'une start-up et que que la croissance ait eu lieu ou qu'elle soit en cours, on est de toute façon tout azimut dans les 3 à 5 premières années. Un agenda extrêmement stretch, des problématiques extrêmement engageantes pour la société. Et du coup, le fait d'avoir accès à des gens qui sont expérimentés, sur lesquels on peut compter avec un niveau de réactivité important, avec lesquels on a une intimité, où on va pouvoir parler de sujets dans lesquels on ne peut pas parler dans un board d'un sujet où on mixe le personnel et puis peut-être un problème RH en cours et qui peut susciter dans le board. Il y a quand même un papier légal qui est écrit dans un conseil d'administration. On reporte à un board. Ce conseil d'administration, souvent dans les packs d'actionnaires, si vous avez déjà levé des fonds, vous en avez déjà signé, vous avez vu que vous pouvez disparaître de cette société. Dès que vous levez des fonds, vous avez moins le manche à balai. Et dans un advisory board, bien sûr que non, on peut aborder des problèmes profonds, importants, engageants pour la société, avec, on relâche complètement la pression. Ça peut être effectivement en semaine à 20h, on envoie un SMS, j'ai besoin de te parler d'un truc parce que demain il y a ça, et en fait ça c'était pas prévu. Bien sûr, on passe un quart d'heure et on essaye d'être efficace et d'apporter un petit peu de l'expérience. Alors on n'est pas là, on n'est pas des consultants nécessairement, on est parfois un miroir. C'est pour ça que le mot coach est peut-être le plus adapté parfois, parce que le dirigeant a besoin de se confier et d'avoir un retour. Alors évidemment, on pourra donner des conseils, mais on va surtout essayer de donner un petit peu, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce qu'il y a peut-être un showstrap là-dessus? Est-ce que tu as pensé à en parler à un tel? Oui, mais il m'a dit ça, super. Voilà, on est plus un miroir, un réceptacle et une résonance, une caisse de résonance pour que le dirigeant puisse se sentir un peu plus à l'aise dans ces enjeux forts, denses, intenses, tout azimut. Et je pense qu'il y a aussi un élément important, on dit advisory board, il y a le mot board, alors dire tiens, ça veut dire qu'il y a un petit peu un organe de gouvernance. Alors il n'y a pas vraiment de gouvernance, néanmoins. C'est vrai que par rapport au vrai board, au comité stratégique, comme tu l'appelles, alors ça dépend des boîtes, on l'appelle conseil d'administration, board, comité stratégique, avec une représentation légale, avec des directeurs, etc., et où il y a une responsabilité légale, un advisory board peut aussi être une caisse de résonance pour aider à préparer ces boards. Alors, pas forcément la veille, c'est mieux de le faire un peu avant, mais et donc ça, c'est une sorte d'intermédiaire, de confiance qui peut permettre de bien préparer ces moments importants pour la société, ou la signature d'un contrat à venir dans 3 semaines et de savoir comment on va prendre les choses. Alors, Laurent, Julien, quelle différence vous faites entre mentorat et le fait d'être advisor dans un advisory board? Donc, je vais répondre à cette question, mais j'ai aussi une autre remarque. Donc, un mentor, c'est une personne, donc c'est souvent un one-to-one. Advisor, c'est une équipe et ça se met en place et donc il y a une interaction organisée, des sujets organisés, etc. Donc c'est bien plus profond, bien plus récurrent, bien plus complet. On a cité Yann-Éric qui est dans la salle par exemple. Moi, quand je fais advisor, je pense que j'apprends, entre guillemets, j'apporte, mais je reçois beaucoup de, bien entendu, l'entreprise et l'équipe fondatrice. Je reçois aussi beaucoup des autres advisors. La preuve, c'est que si on a été choisi, c'est parce qu'on est tous complémentaires. Et à partir du moment où on est complémentaires, on apprend énormément. Le point que je voulais revenir sur un point qui est important, c'est quand vous allez choisir et qu'on a dit que c'était réciproque. Moi-même, Julien, on a des heures de vol, on a une réputation. Et donc, quand on va aller nous demander, tiens, je vais mettre ton nom parce que je fais une levée de fonds,
Moi, je connais la moitié des fonds du marché parisien. Et donc, s'ils voient mon nom quelque part, ils vont dire ah bah tiens, est-ce que tu cautionnes cette boîte? Donc, quelque part, je mets ma réputation là-dessus. Quand éventuellement, on me dit est-ce que tu peux me faire une intro auprès d'un grand client et que je vais aller auprès du grand client en disant tu sais quoi, il y a une innovation, c'est complètement dingue. J'ai envie que l'innovation fonctionne et pas que ce soit un produit à moitié fait qui ne marche pas et ça m'en vient dans les dents, ce qui m'est arrivé. Donc, en fait, on met, nous, notre nom, on met notre réputation, on va l'utiliser. Ils vont en profiter, c'est formidable. Voilà, je voulais juste rajouter aussi ce point. Non. Ouais, non, c'est un point important que tu soulèves, Laurent. Et c'est vrai que le match et le fit est super important aussi. C'est pour ça que le choix, je pense que c'est une question que tu vas peut-être aborder aussi. Hein. On va peut-être pas déflorer la question, mais le match humain est super important et réciproque. Moi, j'ai aussi été mentor et je le suis encore dans des dispositifs d'accélération. Effectivement, il y a une vraie différence entre le mentorat, l'advisory board, mais on s'aperçoit que même dans ces dispositifs-là, le match humain est fondamental. Hein. C'est pas parce qu'on a des compétences métiers, marché ou autres finances qui sont censées combler un gap qui a été identifié pour la start-up qu'il y a un match évident. Et bien sûr que c'est quand même mieux et c'est indispensable, mais le match humain est fondamental parce que la relation dans l'advisory board est quand même un petit peu comme dans le mentorat, très importante. Alors, Sandrine, expliquez-nous, comment est-ce que ça se passe chez vous? C'est-à-dire, est-ce que vous dites tout à votre advisory board? Combien de fois est-ce qu'ils se rencontrent? Comment est-ce que vous préparez ces rencontres? Racontez-nous. Alors, en fait, effectivement, comme disait Alexandre tout à l'heure, pour nous, c'était aussi un peu l'inconnu. Donc, au tout départ, c'est qu'est-ce qu'on met en place? Aidez-nous à mettre ça en place aussi. Comment? C'est quoi vos pratiques? Enfin, voilà. Donc, on a en fait ce qui nous a remonté l'advisory board, leurs besoins à eux, c'est d'avoir une régularité, en fait, de savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Et ce qui est difficile pour eux, donc là, j'explique ce qu'ils m'ont évoqué, c'est que s'ils sont là tous les 2 ou 3 mois, c'est pas suffisant parce que dans une deep tech, ça va tellement vite. En 15 jours, en 3 semaines, il se passe beaucoup de choses. Et donc, comme le disait Laurent, notre quotidien à nous, c'est de faire des arbitrages. C'est de piloter l'entreprise, son développement, avec peu de moyens, peu de ressources. Et donc, en fait, voilà, le premier point, c'était cette régularité. Et du coup, le format mensuel, on se voit donc tous les mois. Donc ça revient vite, hein. On se dit on a le temps et en fait on y est déjà. On n'a pas encore envoyé le compte rendu il faut envoyer l'ordre du jour pour le suivant. Et en fait on fait une fois en présentiel, une fois en visio. Donc une fois en présentiel, un format d'une demi-journée. On commence à 8h parce qu'on est très matinaux chez nous et on déjeune ensuite. Ça permet de créer encore cette convivialité, sachant que Laurent et Chantal, quand ils viennent nous voir, ils prennent l'avion, ils prennent le train, donc ils se déplacent, ils font toute la France pour venir nous voir. Donc effectivement, il faut que ce soit préparé. Et le deuxième format visio, c'est 2 heures qui fonctionne bien. Donc ordre du jour, compte rendu pour garder la trace et le plan d'action. Ça, c'est officiellement le advisory board. Et entre-temps, il y a ce qui se passe aussi, c'est-à-dire que il y en a moins au début, mais maintenant qu'on se connaît, où la confiance, elle est là et où il y a des enjeux, puisqu'en fait, nous, on amorce un processus de levée de fonds. Et là, c'est beaucoup plus fréquent et ça se fait plus naturellement. Un exemple de sujet que vous mettez à l'ordre du jour? Alors en fait, le board, il est structuré en 4 parties. Les sales, nos business, le product market fit, la finance et l'exécution, le management. Et en fait, on prend la verticale à chaque fois, c'est-à-dire qu'on passe du sujet stratégique à parfois les sujets très opérationnels, mais c'est toujours sur ces 4 points-là. De toute façon, quand on pilote une entreprise, c'est toujours ces 4 sujets. Pas besoin de se disperser. Enfin, c'est déjà énorme, mais c'est ça. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être désaligné avec votre advisory board? Alors évidemment, ça débat. C'est-à-dire que nous, on vit, on vit un tempo et on est là pour donner du tempo aussi. On est 12 personnes aujourd'hui chez Rivers et les équipes ont besoin de ça.
Et je dirais que juste un cas par exemple, c'était au mois de juillet, donc ça faisait une année de développement très très intense où on a réussi les étapes que nous voulions franchir avec mon associé. Et effectivement, le board est arrivé début juillet. Nous, on clôture au 31 juillet, pour information. Et le board est arrivé début juillet, volonté d'en découdre, c'est-à-dire d'amener de la valeur, parce qu'ils aiment se sentir utiles. Et alors nous, on était rincés, quoi. Complètement rincés. On avait tout donné sur l'année. On n'avait rien lâché. Et donc, on était à 15 jours, 3 semaines de partir en vacances. Et les vacances, pour moi, c'était une semaine à Noël. Donc, une semaine, voilà. Donc, du coup, j'avais envie de ces vacances pour souffler un peu. Et effectivement, le board a été très difficile parce qu'ils ont envoyé, quoi. Ils ont envoyé, et là, nous, on saturait complètement. Donc, on est sortis de là, et je me suis dit, ouais, c'était assez difficile. Voilà. Et après, on a débriefé. Ce qui était important, c'est que Chantal a appelé Laurent. J'ai appris après. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand le board, les membres commencent à s'appeler entre eux en dehors des instances, c'est là que vous dites il y a un truc qui se passe. C'est-à-dire que le collectif, il s'est mis en place. Et là, ils se sont dit, là, Sandrine, Jérémy, voilà, là, on les a pas sentis, là. Ça répondait plus. Et donc, c'est l'humain qui a repris le dessus. Ils se sont remis en question en disant, c'était peut-être qu'il fallait une autre approche pour ce board-là. Voilà. Donc, c'était ça. Bon, on va rebondir là-dessus. Vous l'avez vécu comment, vous, de votre côté, cette fameuse séance du début juillet? 3 taureaux dans une salle avec des gens qui étaient rincés. On n'a pas vraiment fait attention. Eux, ils n'ont pas osé dire. Total communication, donc t'aurais dû deviner et l'autre, t'aurais dû me le dire. On a l'impression de problème de couple. Voilà. Encore une fois, je crois que les advisors, Julien et moi, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise dans la vie? Qu'est-ce qu'on a eu comme échec? Si je vous le faisais, vous dites, mais pourquoi ils sont sûrs? Bon, on a eu des succès, heureusement. Donc, ça fait partie des choses. Moi, on passe dessus. Il y aura des bonnes choses, il y aura d'autres choses comme ça, et puis voilà, la vie continue. L'autre truc aussi que je voulais dire, c'est qu'un advisory board, c'est un instant T, un besoin, et c'est évolutif. C'est-à-dire que nous, on est là, on est utile, un jour, on sera inutile, et on remplacera par d'autres gens qui sont mieux pour la situation. Voilà, donc c'est toujours par rapport à un besoin d'une société. Alors Alexandre, pour vous, comment s'organisent les choses? Nous, il tend à s'organiser. Et avant de s'organiser, il y a quelque chose qui nous tenait à cœur avec mes amis fondateurs, c'est identifier les bonnes personnes. Donc ça a bien matché. Et je vais peut-être mettre le pied dans le plat, à dire des choses un petit peu grossières, mais il y a, je crois, j'ai vu passer un espèce de guide quand on a levé des fonds publié par la BPI pour faire attention à ne pas dépenser le cash trop vite, aux conseils un peu intéressés, un peu opportunistes. Et donc nous, on travaille avec des vers de terre, l'activité est plutôt marrante. Le ver de terre, nous, on le considère comme une bio-usine. Il peut nourrir les poules, on peut en faire des crèmes avec le collagène, il peut valoriser des déchets. Donc en fait, je suis sûr que parmi vous, tout le monde aura une idée avec le ver de terre, un bon slogan, un bon truc. Et du coup, pas mal de gens veulent nous aider. Et du coup, on a souhaité s'assurer de la pertinence du board qu'on a sélectionné dans le temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on commence un peu doucement. Vous voyez, on a déjà perdu un membre du board. Alors c'est des projets professionnels qui étaient un peu différents de ce qu'il avait en tête au départ, qui ont fait qu'il est parti de cette aventure. Mais voilà, on va dire qu'on commence doucement pour s'assurer qu'il y aura une continuité dans le temps, une pertinence, qu'il n'y ait pas d'opportunisme, que ça soit vraiment aider des jeunes entreprises. Et là, on est en train de voir ça, on est en train de le sentir. Et donc, on organise nos réunions, donc, voilà, en prenant en compte des agendas de chacun, en se réunissant en visio pour le moment, puisqu'on ne veut pas non plus imposer à nos conseils donc de venir trop loin dans un premier temps. Et plus on va trouver les compétences de chacun et les volontés de chacun de mettre à profit ses compétences, comme c'est en train de se faire, plus on va avancer sur de la régularité. Donc moi, une fois par mois, ça me fait encore un peu peur. Plutôt une fois tous les 2 mois et une fois pour préparer les comités stratégiques en amont et du conseil ponctuel surtout, donc du conseil RH. Notre problématique, c'est
comme toutes les startups, développer du business. Donc on avait un gros sujet RH la dernière fois qu'on s'est vu. On ne savait pas trop comment intéresser un haut profil, donc on en a discuté. Et puis finalement, on a trouvé des outils. Et donc on est en train de trouver notre rythme de croisière, on est en train de le définir, à la fois pour qu'il y ait de l'intéressement et de la continuité et de la motivation chez notre advisor, et en même temps que nous on ait le temps de bosser. Parce que même si en effet dans la deep tech et dans l'innovation, l'entrepreneuriat, des choses vont très vite, nous on est dans l'agriculture. Donc vous semez en septembre au plus tard, vous récoltez quasiment l'année d'après. Donc à un moment donné, au milieu, on fait d'autres choses, mais quand on dit, bon, tu te rappelais ce client-là? Oui, bah, attends, ça pousse. Et ça pousse bien. Ça pousse bien. Et c'est beau, c'est grand, c'est haut, c'est bien vert. Mais il n'a pas récolté, donc il ne va pas t'acheter tout de suite, puisque lui, ce qu'il regarde, c'est la moissonneuse-batteuse à la fin, si on a eu un petit peu plus. Et du coup, il y avait des conférences sur l'agriculture ce matin. C'est tout l'univers investissement, start-up, deep tech, conseil, qui doit comprendre que l'agriculture a besoin d'innovation. Et je parle bien de mon sujet, et je pense qu'il y a d'autres choses qui sont similaires, mais avec des temps incompressibles. Et c'est aussi ça qu'on a voulu vérifier avec notre advisor, en disant, voilà, on a beau bien se préparer, parler de problématiques qui sont hautes, du recrutement, des CRM pour aller chercher du business, il y a un moment donné où faut attendre un petit peu. Et puis quand on a récolté, il faut compiler les résultats. Quand on les a compilés, il faut trouver les rendez-vous avec des gens qui sont dans l'agriculture, voilà, qui sont ouverts à l'innovation, mais un petit peu moins. Et donc tout ça, le temps de mouliner, de remonter. On cherche à trouver notre rythme de croisière, on est en train de le construire. On part surtout sur une fois tous les 2 mois pour répondre à la question directement. Plutôt pour l'instant en visio et malgré tout avec des points ponctuels. Donc avec Laurent on a fait un point il n'y a pas longtemps, avec Julien on a fait un point il n'y a pas longtemps. On va partir sur des sujets finances, levée de fonds, et avec Yann-Eric on a fait un point sur des projets BPI plutôt pour financer la R&D. Donc voilà comment nous ça s'articule chez Veragro avec le board. Alors Julien, j'ai entendu un mot un peu fort dans les propos d'Alexandre, peur. Comment le rassurer? Comment, vous, en tant qu'advisor, vous pouvez amener finalement Alexandre sur la voie de cet advisory board va t'accompagner, va t'aider? Comment résoudre ça? Oui, peur, une appréhension, parce que c'est sûr que une start-up, surtout une start-up qui a un beau produit, une belle équipe, qui commence à avoir de la visibilité, parce que tu as été passé par les accélérateurs, tu l'as dit, donc tu es à Tango, ça veut dire que si tu es à Tango, c'est que tu es déjà un peu visible. Enfin bon, donc nécessairement, il y a un effet d'aimant dans je dirais, l'écosystème des start-up et d'innovation. Et donc, une start-up va toujours intéresser différents types de profils. Et donc, je pense que ce que voulait exprimer peut-être Alexandre, tu me corriges si j'ai mal compris. Ouais, non, mais c'est ça. Et tu as raison. Et du coup, voilà, intéresser des gens qui vont se dire, oui, tiens, il y a peut-être moyen de dire que j'ai déjà fait une start-up et que, tiens, je vais te donner un conseil. Est-ce que tu peux me filer quelque part dans la société? Tu verras, ça va être génial. Bon, là, j'exagère un peu parce que c'est quand même pas si naïf que ça. Mais en tout cas, ça attire beaucoup de profils, beaucoup de gens qui veulent faire du conseil, etc. Et donc, du coup, quand on est une start-up et qu'on est sollicité déjà parce qu'on a des RH, des marchés, des levées de fonds à faire, et si en plus, il faut quand même faire le ménage un petit peu sur qui peut nous aider ou pas. Donc, la sélection de l'advisory board, elle va être aussi difficile tant que ce n'est pas construit, pour justement faire un peu le tri de ces sollicitations. Et le dispositif Tango est peut-être aussi aidant. C'est pas pour faire de la pub, parce que moi c'était la première fois que j'utilisais de l'autre côté, entre guillemets, même pas. Et pour aider aussi le fondateur à y voir plus clair et gagner un petit peu de temps sur ces aspects-là. Alors Laurent, est-ce que vous avez un moment à nous raconter où vous avez pu changer la donne en tant qu'advisory board sur une situation qui vous a été présentée, alors soit chez l'un, l'autre? J'aime bien cette question, elle n'était pas dans la liste, mais elle est très bonne. Et je fais comme les politiciens, c'est-à-dire que pendant qu'il parle, etc., en fait, il réfléchit parce qu'il ne sait pas ce qu'il va raconter. Et aujourd'hui, il fait beau, je suis ravi d'être à Paris. Non, une fois que j'ai dit tout ça, m'est venu en tête exactement la réponse. J'ai juste voulu dire si je la disais ou pas, et je vais la dire. Je vais prendre un exemple pour Sandrine. C'est une femme. Je veux dire, non, mais je veux dire, ça, vous avez vu, c'est une femme. Non, mais de nos jours, vous connaissez l'environnement. Si vous dites femme, green tech, deep tech, industrie 4.0, je vous balance un paquet de mots-clés.
vous savez, tout le monde vient vous voir en disant ouais, trop génial, je fais une fête, j'ai un prix à remettre. Donc il y a énormément de gens qui vont venir, et c'est vrai pour des prestataires et tout ça. Et à un moment donné, on aime bien avoir un deuxième avis. Et Sandrine, un jour, s'est fait... Parce que les gars, les arnaqueurs sont excellentissimes. Il y en a un, il est venu, il lui a fait une danse du ventre et elle a dit oh, non mais le mec est génial, il va me réparer tous les problèmes du monde. Et moi, au milieu de la nuit, je vous assure, au milieu de la nuit, j'ai l'œil qui s'ouvre, 2h du matin, je me dis merde. Je subodore que c'est un arnaqueur. Je descends dans le bureau, je regarde sur Internet et je l'appelle le lendemain et je lui dis je sens qu'il y a un bug. Pose-lui ces 3 questions. S'il a la réponse, tant mieux. S'il ne l'a pas, dégage-le. Il lui a posé les questions, il n'avait pas la réponse. Elle s'est dit en fait, je suis en train de me faire avoir par un prétendu champion du monde de la levée et le gars n'est pas bon. Donc ça, c'est un exemple que je prends et je ne dis pas de non, je ne dis rien du tout. Et heureusement que, parce que pour le coup, fuser un coup, c'est du temps perdu, de l'argent perdu, etc. etc. Voilà. Et avec Alexandre, j'ai plein de choses à dire, mais non, je plaisante. C'est trop, c'est faux. Donc avec Alexandre, je pense que là, c'est trop court. Je vais juste reprendre un point qu'il a dit qui est vraiment hyper important. Et c'est chaque société, chaque entrepreneur est une situation en tant que telle. Chaque entreprise est dans un moment de sa vie, dans un univers. Son univers à elle n'est pas le même. Il va très vite, deep tech, industrie, machin, ils veulent tous décarboner demain matin. C'est différent d'un autre environnement qui est peut-être un peu plus conservateur, bien qu'il y ait l'innovation de l'agriculture, qui a un temps long qui est très différent. Donc, c'est pas la même chose. Et il y a un autre truc qui n'est pas la même chose, moi, qui m'a sauté aux yeux, et je me suis dit, mais t'es complètement idiot, tu devrais le savoir. C'est que moi, je suis dans des boîtes de soft depuis longtemps, et le prix d'un directeur commercial à une boîte de SaaS, qui est bon, ça coûte un bras et globalement, il gagne 2 fois le prix du CEO. Et si vous ne savez pas mettre cet argent sur la table, eh ben, vous n'allez pas décoller, vous ferez vos petites ventes, vous serez content et vous ne dépenserez pas 2-3 pays. En fait, vous ne serez jamais la scale-up. Donc, savoir payer cher un super directeur commercial qui va très vite, ben, je peux vous dire, ça vous fait mal. Et ça, c'est le monde du monde. Enfin, là, c'est peut-être un peu moins vrai en ce moment, ça se calme, mais globalement, c'est le monde du SaaS et tout ça. C'est pas son monde à lui, et donc j'ai fait un interview d'un gars, etc., qui devait être sales et tout, et quand on parlait salaire, je me suis dit, ah non, mais il est complètement à côté de la plaque, le gars viendra. Et en fait, non, c'est les salaires dans ce monde-là qui n'ont rien à voir, et c'est un facteur 3, avec le monde du pur software, etc. Donc voilà, c'était juste un moment où c'est moi qui ai dû me remettre à l'heure, on va dire, plutôt que lui. Alors, Julien, la question elle est encore plus difficile pour vous. Avez-vous eu une situation où, inversement, l'advisory board s'est trompé, ou en tout cas s'est retrouvé en difficulté, ou en tout cas n'a pas forcément donné le change? Alors, en fait, j'ai envie de dire par définition, il est aussi pas là pour se tromper, mais il n'est pas forcément là pour dire la vérité. En fait, je détourne la question. Tac. Non, mais en fait, c'est bien sûr que ce que vient de dire Laurent est un bon point. Et on vient avec un jeu de compétences, un réseau, une expérience, et il y a le CEO et son équipe sont les meilleurs sachants tentés de ce qu'ils sont en train de faire. Particulièrement quand tu fais une innovation de rupture et que personne d'autre l'a fait, a priori, en tout cas la tienne, dans ce réseau-là, dans cette industrie-là, dans cette région-là, avec ce brevet-là en deep tech, c'est toi qui détiens un certain nombre de clés. Donc les questions ou qu'un advisory board va pouvoir apporter dans ces échanges ne sont pas toujours pertinentes, et rapidement on est remis en place en disant mais attends, non, t'as pas compris, ça peut pas marcher comme ça parce que ça... Ah bah oui, bien sûr. Néanmoins, ok, du coup, bon, il y a des rebonds et des échanges. Je pense que ça fait partie de trébucher en essayant de challenger ou de faire avancer ou d'en découdre, comme disait Sandrine tout à l'heure. Bah oui, bien sûr que de temps en temps ça trébuche. Après, de dire je te conseillerais vraiment de faire ça parce que sinon tu vas planter ta boîte, ou alors ne fais surtout pas ça parce que on est quand même extrêmement prudent. On peut dire explore cela, mais à un moment donné quand même le CEO, voilà, c'est le mandataire social, c'est ses parts dans la société, et il a quand même, il doit décider seul. Donc on n'est pas là, on n'est pas là pour décider à sa place et faire une erreur qui serait fondamentalement dommageable pour la société. J'aimerais juste dire, on est dans une société où Macron veut plein de licornes.
C'est pas pour tout le monde les licornes, et puis ne pas faire de licorne, c'est très bien aussi. Donc je pense qu'il y a un rôle aussi des fondateurs et de l'advisory de voir quelle est l'ambition, en fait, quelle est l'ambition, quelle est l'humilité aussi. Moi, c'est ces 2 critères qui me font décider si je travaille avec des personnes ou pas des personnes. Donc j'ai vu des gens qui sont irréalistement ambitieux, d'autres qui sont sous. Ils font une boîte à 10 millions, ils seront très heureux. Puis un autre sujet, c'est lever des fonds, c'est pas pour tout le monde. Il y a un mouvement qui existe en France, Jean-Louis Bénard et plein de gens derrière lui, qui disent faites des boîtes, gagnez du cash avec vos clients, levez pas des fonds, gardez votre totale indépendance, c'est possible. C'est plus long, c'est plus compliqué, bien entendu, mais c'est possible. Et donc il y a un autre modèle qui n'est pas dans la série A, B, C, D, etc. Et je cours, qui veut dire beaucoup de choses, parce que vous avez une pression, vous avez des engagements de BP, donc derrière, ça attend. Et donc, qui est une autre forme de... Donc il n'y a pas un modèle série A, B, C, D, licorne. Non, ça, c'est ce qu'on raconte dans la presse. Mais tous les autres modèles sont bons aussi. Certes, la France veut plus de licornes. Certes, on aimerait qu'ils fassent 1 milliard, qu'elle fasse 1 milliard, et la France se porterait mieux. Mais il y a qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils peuvent. Peut-être qu'un jour, on leur dira, si tu veux ça, il faut que tu démissionnes et que tu mènes un autre. Il dira, non, je veux pas, je veux rester là. Alors on dit, si tu restes là, tu seras avec ton 50 millions, il sera très, très heureux. Donc c'est des choix que l'advisory board doit aussi comprendre, plutôt que d'imposer les modèles. Oui, se mettre à l'échelle. Alexandre, j'ai une question. Vous avez un comité stratégique, un advisory board depuis peu de temps. Alors, comment est-ce que ça s'articule entre les deux? Comment est-ce que vous faites avec ces différentes... Ok, merci pour cette question. Je vais quand même réagir sur le truc d'avant. Nous, on cherchait aussi des conseils, des coachs, des personnes qui ne s'imposent pas. Nous, on a monté la boîte très jeune. On n'est pas du secteur de l'agriculture. C'est notre première boîte. Donc, on voulait et on a besoin d'être conseillé par beaucoup de gens pertinents. Mais on veut aussi, si on a quitté nos postes en industrie, plutôt bien rémunérés avec mes associés, post-école, c'est pour monter quelque chose qui nous correspond et où on prend plaisir réellement et où nos collaborateurs qui nous ressemblent prennent plaisir. Ceci étant dit, comment ça s'articule ? Aujourd'hui, on a, et je reviens sur le profil de Julien qui nous a particulièrement, et moi le premier peut-être par rapport à mes amis cofondateurs. On a levé des fonds 1 million en mars, on a mis 1 an et 2-3 mois, c'est un petit peu long. Alors, parce que la finance est un petit peu moins alerte qu'il y a un certain temps. On est dans l'agriculture, temps long, ROI long. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis ingénieur. Moi, je sais calculer des dimensions de pompes, de tuyaux, pas forcément des tableaux Excel très complexes. Et du coup, ça a été un petit peu le parcours du combattant. Donc, on a réussi à lever le montant qu'on voulait et la valo à peu près qu'on voulait. Pas exactement. Vous savez bien comment ça se passe, mais plutôt bien. Et en fait, en Julien, je vois l'appui, l'épaule qu'on va avoir besoin pour la prochaine étape. Et ça, c'est important. Alors, comment ça s'articule maintenant ? C'est pas pareil, c'est pas les mêmes échanges. On est vraiment dans l'opérationnel. C'est-à-dire que pendant quelques heures, c'est comme s'ils étaient dans la boîte. On parle sans filtre, des problématiques des fois du matin, de la semaine, comme si on pouvait échanger autour d'une bière avec mes associés fondateurs. Alors que le comité stratégique, on est plutôt sur des métriques particulières, du court terme, du long terme, avec des choses qu'on s'est fixées. Là où aujourd'hui, nous, on apprécie aussi ça, c'est qu'on n'a pas envie de faire évidemment un ordre du jour, mais qu'il soit assez malléable. Néanmoins, notre souhait, et je l'exprime aussi ça, aujourd'hui, c'est de pouvoir préparer intelligemment CCS avec cet advisory board et de tendre à une rencontre entre les deux, ce que je disais tout à l'heure, pour pouvoir peut-être travailler encore plus efficacement au développement de la société. Donc voilà comment ça s'articule ou ça tend à s'articuler. Bien, merci. Sandrine, quels sont pour vous les éléments clés ou structurants qui ont fait la différence dans la mise en place de votre advisory board ? Alors, il y a 2 éléments structurants. En fait, le premier, c'est d'abord le choix. Donc, c'est être clair avec ses besoins, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on cherche. Et j'ai mis 6 mois à partir du moment où j'ai dit OK, je veux lancer. Et c'était le mois d'avril 2022. On a fait notre premier advisory board. On s'est choisi au mois de septembre et on a eu le premier au mois de novembre. Donc j'ai mis 6 mois. Alors ça peut être plus court, mais en tout cas moi c'est mon histoire.
Et donc c'était bien parce que ça correspondait vraiment à notre phase clé dans le développement. Donc le choix, ça c'est important. C'est le choix de se retrouver sur des valeurs qu'on partage, sur l'engagement en fait. C'est vrai qu'on part sur une feuille de route au moins pour 1 an. Donc, et avec un trend tous les mois, où on se voit tous les mois. Donc, c'est important de pouvoir que ce soit réciproque. Donc, ça, c'est structurant, en fait. Parce que sinon, on perd son temps. Et du temps, on n'en a pas, beaucoup. Le deuxième point qui est structurant, c'est le collectif qu'on est en train de créer, qu'on a créé. Et finalement, c'est comme une mayonnaise. Moi, en fait, quand j'ai commencé à constituer l'équipe, en 4 janvier, ça ne s'est pas passé pour le board, mais le board, on avait pris le temps de discuter. Le premier board, il est important. Et on n'a pas parlé du projet. On avait passé 1h30, si tu te souviens, Laurent, d'abord à se présenter chacun. Et ça, c'était important parce qu'entre eux, il faut que ça matche aussi. Et en fait, ils ne se connaissaient pas. Les 3 venaient de 3 mondes différents, 3 régions différentes en France. Et donc, on se dit, waouh, c'est le premier board, comment ça va matcher ? On va apprendre à travailler ensemble. Donc, c'est ce collectif qui crée une vraie gouvernance en fait dans l'entreprise. Et c'est ça qui est vraiment structurant pour le développement et où, effectivement, au-delà des sujets de fond, finalement, on se libère, on se dit les choses. Et ça, c'est vraiment important d'être à l'aise et de dire les choses, en fait, tant pour le board que pour nous, les fondateurs. Voilà. Alors, Julien, vous rencontrez Alexandre, non pas en 2021, mais au moment de la création de l'entreprise. Quel conseil... Non, c'est une question. On refait, voilà. Quel conseil vous lui donneriez pour qu'il mette en place un advisory board dès le départ, ou qu'est-ce que vous lui dites ? Il a un step. Ouais, vous m'entendez là ? Ouais. Alors, dès le début, alors après, l'histoire de 2019, je ne sais pas si vous avez déjà incubé l'idée et que quand vous en 2019, vous en étiez, mais je pense qu'il y a aussi une affaire de maturité. Ça a été un petit peu dit tout à l'heure. Je pense que la nature de l'advisory board qu'on va chercher, combien de temps on va le garder, de qui il est constitué, la fréquence à laquelle on veut le consulter, etc. Et les compétences qu'on va chercher, ça dépend vraiment, effectivement, chaque cas est particulier. Et la maturité du projet est bien sûr un paramètre extrêmement important. Donc là, en 2019, quand tu as monté ta boîte, on ne se connaissait pas. Peut-être que d'ailleurs vous étiez sur un produit complètement différent. Je veux dire, le type de conseil qu'on peut avoir, c'est de dire, tiens, toi qui as monté ta boîte, tu vas rencontrer quelqu'un. Là, c'est presque, dans les mentors, il y a un petit peu de ça. Ou de dire, tiens, je vais passer 3 coups de fil ou par LinkedIn, essayer de déjeuner avec 3 gars qui étaient dans cette industrie-là, qui ont 20 ans ou 30 ans de métier, et je vais lui soumettre mon idée. Et je vais déjà commencer par ça, si vraiment j'en suis encore un peu à l'idée ou que je suis encore en train de vouloir peut-être pivoter et de me poser plein de questions avec mes associés futurs, ou même si ça vient de se former. Donc je pense que le type de conseil qu'on va chercher dépend aussi de la maturité. Donc moi, si j'avais rencontré Alexandre, déjà j'aurais dit où est-ce que tu en es, de quoi tu as besoin, et là, en fonction du niveau de maturité du projet, on aurait essayé de converger sur le type de profil qu'il faut aller rechercher pour l'appuyer dans les premières années. Donc voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais effectivement, il y a un petit peu de custom et de cas par cas. Il y a un truc, je voulais rebondir sur ce que disait aussi Sandrine tout à l'heure. On l'a un petit peu évoqué en pointillé déjà aujourd'hui, mais il y a cette histoire d'intimité et de confiance avec cette relation one-to-one et ce collectif. Et en fait, je trouve que c'est ça aussi la force de l'advisory board, c'est-à-dire que de temps en temps, on se retrouve avec cette intelligence collective, et Dieu sait si c'est important, parce que voilà, on peut avoir une idée à 2, et puis quand on la rencontre au troisième, le troisième se dit « Désolé les gars, vous êtes sûrs ?» Bon, là, j'exagère, mais voilà, et je pense que l'intelligence collective participe aussi de ça. Un board officiel avec un conseil d'administration légale, on est tous autour de la table, mais il y a des hiérarchisations, il y a quand même des enjeux un petit peu
où on n'expose pas tout. Là, on peut un petit peu avoir, j'ai envie de dire, le beurre et l'argent du beurre. Cette intimité, cette confiance, cette régularité, et puis aussi cette intelligence collective qu'on va essayer de sanctuariser ou de carillonner pour faire le point ensemble et de faire équipe. Alors Sandrine, oui. Je voulais raconter un élément clé aussi vécu avec Laurent. C'est-à-dire qu'on a recruté, nous, un compte manager, notre première commerciale au mois de juin. Et en fait, on s'est planté. J'avais fait 2 recrutements de profil directeur commercial. 2 recrutements avortés au bout de 5 semaines. Sans doute un peu tôt d'ailleurs par rapport à notre processus de développement. Et en fait, quand je me suis dit, OK, là c'est le bon moment, l'attraction de marché arrive, et en fait, je vois un profil qui venait ni de l'industrie, qui n'avait fait ni de technologie, mais une belle école de commerce et puis une belle expérience vécue au Canada, quelqu'un qui est dans la région bretonne. Et je le vois, alors là, un coup, je me dis, là, je suis là, au milieu, l'aiguille, elle penche là, enfin, c'est du vécu d'entrepreneur, hein. Et se dire, OK, la personne me paraît vraiment bien, et j'envoie le CV à Laurent. Laurent, il me dit, non mais ça va pas du tout là, enfin, c'est pas dans le scope. Bon, OK. Écoute, le board avait lieu la semaine suivante, donc Laurent était du coup à Nantes. Et en fait, je lui écoute, où tu me proposes, Laurent, de le voir. Donc Laurent le voit. Et en fait, il sort du rendez-vous, il rentre dans la salle du board et il me dit, Sandrine, tu prends ce gars-là. Et je l'ai pris, et merci Laurent, parce que franchement, il est top. C'est un gars super, il s'est adapté, il apprend, et franchement, là, on a un portefeuille qui grandit. Et je voulais raconter ça parce que ça, je crois que si j'avais pas eu le retour de Laurent comme ça, je crois que j'y serais pas allée et j'aurais raté quelque chose, vraiment. J'ai une dernière question, Laurent. On arrive à la fin, mais elle est pour toi. Existe-t-il un profil type pour devenir advisor? Quelles sont les qualités requises pour prendre ce rôle au sein d'un advisory board? Donc, je vais répondre à une autre question. Non, je vais répondre à celle-là et une autre. Juste une parenthèse. On vit en France et c'est incroyable ce pays. Il est normé, il y a des lois, il y a des trucs, c'est respecté. Voilà, c'est incroyable. Plus vous allez vous éloigner de France dans le grand international, moi j'en ai fait 8 ans chez Edenred, plus c'est la jungle. Je vous jure, pour que ceux qui n'ont pas fait de business dans des pays d'Amérique latine, la Chine et tout, on est des petits Mickey naïfs. C'est super dur, le grand international. Et donc c'est là on a besoin d'avoir des grands frères qui vont vous aider, etc. Parce qu'il y a pas mal d'endroits, il n'y a pas de règles. Les règles ne sont pas respectées, etc. Et donc c'est là où quand on est chef d'entreprise et qu'on vient d'un monde France assez structuré, etc., et on a réussi, où là on est content d'avoir des gens qui ont de l'expérience pour essayer d'arriver à traverser des crises, des moments compliqués, etc., qu'on n'a jamais vus. Et on a envie de dire, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Et c'est des problèmes complexes. Voilà. Donc, quel est le profil? Pour être grand frère ou grande sœur. Voilà. Donc, non, c'est comme d'habitude, c'est l'expérience des réussites et des échecs des gens qui ont vu, comme Julien, énormément de situations. Ils ont vu que là, il ne faut pas refaire ça parce que ça fait mal. Dans ce cas-là, il faut le faire parce qu'a priori, ça marche plutôt bien. Donc, il y a énormément d'expérience, un peu de compétences, savoir dans l'humilité qu'on est incompétent sur beaucoup plus de choses qu'on est compétent. Donc, savoir trouver les compétences et dire allons les chercher. Donc, on a toujours dit qu'un patron, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, il fait que s'entourer. Donc, les bons patrons là, il ne faut pas qu'ils travaillent, ils font que s'entourer des meilleurs et ils animent l'équipe. Voilà, donc je pense que c'est... Je crois qu'Alexandre citait le temps. Ouais, c'est juste un mot, hein, il n'y a pas que ça. Je sais pas par rapport à quoi, non? Par rapport au fait que les patrons font que s'entourer. Oui, non, c'est exagéré. C'est Laurent, il pousse. Oui. C'est Laurent, il tire les traits. Mais c'est vrai. Alors, Moi, je vous propose d'ouvrir aux questions, justement. Ouais, je voulais juste dire, il faut du temps. Un bon advisor, il faut du temps. Il faut accepter de le mettre à disposition d'autres projets que le sien. Est-ce que vous avez des questions dans la... Oula, waouh. Donc, voilà, le micro. Alors, présentez-vous et puis, effectivement, posez votre question pour qu'on sache qui pose la question. Oui, bonjour Alain Jarre. Je dirais l'entreprise maintenant, j'accompagne des boîtes. Je suis deux commentaires aux questions pour l'ensemble. Steering board, comité stratégique, advisor, très bien, mais ça a un coût, tout ça.
Je suis surpris que cet aspect coût n'a pas du tout été évoqué. Et dans toute cette conversation, vous n'avez jamais mentionné le mot actionnaire-investisseur. Je suis très, très surpris qu'il n'y ait pas de mandat ou de contrat ou d'envie des investisseurs d'avoir un board que ce soit un board advisory ou pas, peu importe, mais qui soit rassuré par ce board, justement. Je suis surpris ça n'a pas été mentionné. Ou je l'ai raté. Alors, quel est le poids effectivement de vos investisseurs ou actionnaires dans la démarche qui est celle d'organiser finalement votre gouvernance, quelle qu'en soit la forme, advisory board, comité stratégique, mise en place d'un conseil en propre? C'est ça hein, l'origine de votre question. Voilà. Je réponds très rapidement parce que j'aime bien quand il y a plein de questions. Nous, on a donc un comité stratégique où c'est des investisseurs qui sont membres. Il n'y a pas d'indépendants. Et on a cette advisory où, pour l'instant, c'est pro bono et c'est notre souhait pour voir la qualité de l'accompagnement et le matching. Et après, sûrement BSA et rémunération en fonction du temps passé. Voilà. Alors nous, on est 2 associés et effectivement, on a une convention en fait d'intervention avec une tarification pour le présentiel, une tarification pour le visio, plus les frais. Mais effectivement, il y a plusieurs modèles et la BPI accompagne aussi là-dessus sur plusieurs. Donc il peut y avoir des bons de souscription qui peuvent être voilà. Et moi, j'ai souhaité pas. C'était notamment le cas de Laurent qui fonctionne comme ça. Et moi, j'ai proposé plutôt d'abord une rémunération pour apprendre à se connaître. Je voulais pas m'engager tout de suite sur quelque chose de complexe. Donc d'abord se connaître, c'était important en tout cas pour moi. On va peut-être prendre une autre question, parce que je vois qu'il y avait 3 bras qui se sont levés. Donc, Moi, je voulais savoir, lorsque vous avez lancé votre produit, il y a eu une convergence vers le produit ou vous avez proposé votre produit à des gens qui finalement a fait que votre équipe puisse être unie de cette manière-là enfin, comment ça s'est passé? Parce que du coup, je sais qu'il y a un flou souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Et au lieu de créer le produit et faire que justement il y ait des gens qui s'intéressent au produit et puis finalement qui travaillent avec eux, eh ben ils pensent à oui mais regarde mon produit il est comme ça, t'en penses quoi? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et souvent ça se machine pas comme ça doit se machiner. Et donc c'est juste pour savoir comment ça s'est fait au début. Enfin, Alors en fait, nous, l'innovation reverse, donc on développe une technologie de rupture basée sur la data science pour le réemploi, pilotage et réemploi des matériaux dans l'industrie. Et en fait, c'est une innovation qui est émergée du terrain avec nos clients, tout simplement. Donc moi, j'ai eu la vision il y a 3 ans. 30% de la matière est perdue, pour faire très rapide, et de dire mais c'est pas possible, c'est quoi le sujet? Et à l'époque, j'avais un bureau d'études que j'ai créé il y a 7 ans. Donc, Reverse a été incubé un peu dans ce bureau d'études, est émergé de là. Et avec mon associé, qui lui est effectivement ingénieur aéronautique à la base, il est directeur des opérations, c'est mon associé. Donc, on a construit le produit. En tout cas, j'ai fait la conception générale il y a 3 ans. Moi, je suis plutôt une businesswoman, si vous voulez, en fait, tout simplement. Et le produit, on l'a créé à partir des besoins du marché. Voilà. on prend une dernière question. Bonjour, donc je suis Maverick, cofondateur d'une start-up, donc on est early stage. Merci pour l'intervention et les retours d'expérience très nourritifs. Vous avez plus ou moins répondu à mes questions, mais pour un board qui est rémunéré, ça coûte combien un board? On y revient toujours. Bah en fait, après, il faut se mettre d'accord. Il faut sortir des chiffres. Alors, je vais vous faire un aveu, c'est qu'en fait, BPI France propose effectivement une convention que vous pouvez demander. Et ça peut commencer à 200 € si vous voulez la rémunération pour un board. Et puis, ça peut monter à plus si vous voulez vraiment aller recruter des bons. Donc, moi, j'ai fait un choix de mettre 5 fois plus que ça pour payer un présentiel. Voilà. Donc, je paye 1 000 €
par intervenant, enfin par board, par intervenant. En gros, un board me coûte 5 000 euros quand c'est en présentiel, donc 5 000 euros tous les 2 mois. Voilà. En gros, c'est un budget à 30 000 à l'année. Et quand vous prenez en fait finalement et moi je prends peu de cabinets extérieurs en conseil, sauf pour le juridique bien évidemment ou pour la comptabilité. Donc voilà, c'est un budget que je provisionne, mais j'en récolte largement les fruits. Du coup, pour peut-être apporter une réponse supplémentaire, je dirais que nous, on fait très attention au cash, parce que nous, on monte un pilote industriel. Donc, on a vraiment des outils, des machines à créer, des matières premières à acheter, donc on met pas mal de cash là-dedans. Et c'est aussi ça que j'ai voulu dire tout à l'heure. Donc, nous, on a budgété quelque chose qui va tendre vers ça aussi. Mais dans un premier temps, on a envie de bénéficier et on a besoin, et c'était notre souhait, après, ça se discute, mais de pro bono de la part de conseillers. On a aussi, voilà, vous pouvez échanger avec eux, je ne dirais pas, mais on a aussi voulu choisir des gens d'expérience qui ont peut-être qui ont moins besoin, peut-être un petit peu de cash que certains aujourd'hui, de par leur réussite ou de leur intelligence, mais qui peuvent, et c'est aussi ça qu'on a voulu, donner un peu de temps et un peu de réseau et un peu de conseils à des jeunes entreprises qui n'ont pas le cash pour rémunérer tout de suite. Et donc je pense qu'en early stage, ça peut être ça aussi, avec derrière une confiance. Et nous, on a toujours rémunéré notre confiance. Tous ceux qui travaillent avec nous depuis qu'on a 4 ans n'ont jamais été déçus par le temps qu'ils avaient donné à l'entreprise. Et ça sera de la même chose pour ce board-là. Alors merci, je pense qu'il est le temps de conclure cet échange passionnant. Merci à tous. Merci Alexandre, merci Sandrine, merci Laurent, merci Julien. Je ne peux que vous inviter à aller sur la plateforme Tango si vous êtes une personnalité qui souhaite aider et rentrer dans un advisory board. Et inversement, si vous êtes une start-up scale-up dans les deep tech ou autre qui envisageait d'organiser sa gouvernance, n'hésitez pas à aller chercher également les profils adéquats. On voit que c'est une démarche qui se réfléchit, qui se construit, et au-delà du choix, il faut la porter. Je vous invite également à consulter ce petit guide publié par l'IFA sur les bonnes pratiques de gouvernance pour justement les structures en hypercroissance. Merci à tous pour vos questions et ce moment partagé. Merci. Merci.